Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé Orange TV Magazine. Alors, journaliste, éditorialiste, également romancier, ou encore tout récemment patron de presse. C'était le patron du Point, celui que l'on surnomme Fogg. Il était un amoureux de la chose politique, présentateur également télé. Après France 2, aujourd'hui, il officie sur France 5 avec les grandes questions, qui est désormais diffusé le samedi à 19h. L'ancien directeur du News Magazine. Le Point est aussi l'auteur d'un documentaire à découvrir dès ce lundi en prime time sur François Hollande. François-Olivier Gisbert, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Alors France 3 consacre une soirée inédite et entière au chef de l'État avec 2 documentaires dont le vôtre. C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Beaucoup d'actualités. Que se passe-t-il dans la tête de François Hollande? Le titre de votre documentaire, est-ce qu'il y a une seule et unique réponse possible? Non. Non, bien sûr. Bon, c'est un documentaire sans concession, voilà, comme on fait. On est allé voir surtout des proches, comme on avait fait d'ailleurs pour Nicolas Sarkozy, un documentaire qui avait bien marché l'année dernière. Et on a essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa tête. C'est très intéressant. Parce qu'au fond, il ressort... Oui, bien sûr. Il ressort un personnage. Effectivement, je pense que, disons, le pitch du documentaire, ça pourrait être une phrase de Michel Onfray, qui intervient dans ce documentaire, où il le décrit comme un Machiavel souriant. Voilà. Il y a un peu de ça chez François Hollande. D'ailleurs, le sourire se cache quelqu'un d'extrêmement calculateur. Bon, alors évidemment, exactement. Alors évidemment, on déconstruit un peu tous les clichés sur François Hollande, parce qu'il y a énormément de clichés. Dit le président normal. Ouais. On essaie de comprendre pourquoi quelqu'un qui est aussi intelligent, aussi brillant, aussi lucide, est arrivé à un tel fiasco. Voilà. C'est ça, disons, comment dire, la trame de tout ce documentaire où interviennent des fidèles. D'ailleurs, il y a un moment fort, je trouve, dans le film, c'est quand Stéphane Le Foll, qui est le ministre de l'Agriculture, qui est très très proche de François Hollande, montre que le jour où Hollande a gagné, il était défait, décomposé, parce qu'il savait que voilà, c'était fini. Et au fond, on sent une certaine dureté chez Hollande. Vous voyez, disons, il y a un certain nombre de mythes qu'on fait tomber, et ce qui ressort de tout ça, c'est quelqu'un, voilà, qui sait où il va, qui avance masqué, totalement masqué, qui déteste se dévoiler. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'aime pas beaucoup parler aux Français. Il parle le minimum, il s'exprime peu, et qui estime, comme Mitterrand d'ailleurs à son temps, qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Voilà. Alors le problème, c'est que en 2014, à mon avis, on n'est pas du tout en 81 ou dans l'autre siècle, et c'est là que tous les problèmes apparaissent. Sa plus grande qualité, selon vous, au président de la République? Très vif, très intelligent, très lucide aussi, capable d'autodérision, espèce d'ironie, vous voyez, toujours sur lui, en train de voir où il va, ironie sur les autres, bien sûr, parce qu'il vanne volontiers, mais en même temps, c'est pas le type qui va se faire voir. Ce qui est très étrange, c'est qu'avec ces qualités, il en soit arrivé là. Et c'est ça le mystère, et c'est pour ça que, voilà, on a essayé de gratter dans la tête. Vous parlez de la qualité, son pire défaut? Ça c'est clair, tout le monde le sait, c'est l'indécision. C'est-à-dire, il y a quelque chose chez lui, voilà, le passage à l'acte est extrêmement compliqué. Vous voyez, le temps qu'il lui a fallu pour dire, voilà, je suis pour la politique de l'offre. Enfin, il est arrivé à l'Élysée, il était déjà pour la politique de l'offre. Alors attention, parce que voilà, il veut se garder à gauche, il veut se garder ceci, il veut faire attention aux écolos, voilà, il a fait beaucoup attention. Tout le monde. Voilà, à force de ménager, finalement, ça a beaucoup déplu, quoi, visiblement aux Français. Si vous aviez un adjectif pour le qualifier, un seul. Très vif. Très très vif, moi ça va. Il y a un côté, voilà, si on le compare à un animal, je dirais un écureuil. Voilà, il saute, vous voyez, d'arbre en arbre, difficile. Bon là, c'est clair qu'il en a reçu, il a reçu quand même quelques plombs, voilà, et quelques plombs. Bon, il va être calme pendant un certain temps, mais vous allez voir, il rebondit, il repart. Voilà, ça fait partie de ces catégories de personnalités increvables jusqu'à l'échec final, parce que voilà, ça finira aussi comme ça. En 2011, vous parliez de lui, vous aviez publié également un livre très critique sur Nicolas Sarkozy, Monsieur le Président, scène de la vie politique 2005-2011, c'était chez Flammarion. Vous n'êtes pas jamais dans les petits papiers des présidents. C'est-à-dire que j'ai un problème, oui, enfin, Nicolas Sarkozy, j'avais voté pour lui en 2007, mais j'étais très vite déçu, enfin, disons presque le premier jour, quand j'ai vu qu'il faisait cette relance Maus qui a coûté très cher, sur le plan de l'endettement. Voilà, il y a 400 milliards d'endettement supplémentaires, quand même, avec cette politique un peu débile, il faut bien dire, de relance en 2007, alors qu'il y avait la crise des subprimes. Bon. Et puis, les 35 heures.
pourquoi est-ce qu'il a gardé les 35 heures? Alors, quand il nous dit en 2012 qu'il va supprimer les 35 heures, ben, on se dit oui, mais pourquoi il ne l'a pas fait en 2007? Voilà. Donc c'était le sens de ma critique. Je trouve qu'il n'était pas allé assez loin. Bon, François Hollande, de toute façon, au départ, on ne pouvait que, comment dire, être surpris, parce que le démarrage, embaucher 60 000 enseignants supplémentaires, enfin voilà, bon, ce programme socialiste qui était vraiment complètement à côté de la plaque, puisqu'on voit très bien aujourd'hui, ce qu'il faut pour la France, c'est resserrer la vis pour que, sur des finances assainies, on reconnaisse, on retrouve à nouveau la croissance. Alors, je rappelle, vous avez également quitté la direction du Point, c'était le 18 janvier dernier, le jour de vos 65 ans, je crois. Oui, absolument. Est-ce que vous restez toutefois conseiller du News Magazine? Les conseils que vous avez donnés très rapidement à vos successeurs? Écoutez, c'était dur, hein, parce que le journalisme, c'est ma vie, le Point, c'était ma vie, le Figaro aussi à une certaine époque. Moi, je m'implique, l'Observateur avant, moi, je m'implique totalement. J'ai adoré mes années Observateur, j'ai adoré mes années au Figaro, je pleurais presque en partant, et puis voilà, et j'ai adoré le Point. Donc, il y a une forme d'éventration un peu, mais je pense que c'est bien de laisser la place aux jeunes. C'est important, il faut savoir le faire, même si c'est dur. Je pense que beaucoup devraient le faire. Je pense que j'ai vu beaucoup de journaux mourir sous des patrons qui devenaient Kakoshim, parce que voilà, je crois que c'est plus facile de partir à 65 qu'à 75, si vous voulez ce que je veux dire. Bon. Et donc, les conseils, c'est très simple. Hein. Indépendance, moi je crois que c'est très important. Impertinence, ne pas avoir peur des pouvoirs, garder toujours en permanence sa liberté et des convictions. Parce que je crois que c'est important, d'ailleurs, le Point et le Figaro, il y a quand même souvent des connexions qui peuvent se faire sur le plan des convictions. C'est clair que nous, c'est, en tout cas au Point, et ce seront toujours les miennes, liberté d'entreprise, économie de marché, moi j'ajoute aussi Europe, mondialisation, il ne faut pas avoir peur. On est dans un pays aujourd'hui qui a de plus en plus peur, parce qu'il est mal gouverné, depuis plus de 30 ans, et si ce pays veut repartir d'un bon pied et mettre fin à cette espèce de déclin, de dégringolade permanente, il faut qu'il retrouve confiance en lui, et puis voilà, qu'il parte à la conquête des marchés, à la conquête du monde. C'est la patte Fogg. Oui, voilà. Moi, je suis optimiste. Je suis optimiste pour ce pays. Bon, c'est dur aujourd'hui, hein, c'est clair. Mais je crois qu'il faut le rester, il faudra se battre. Un dernier mot sur la télévision. Donc, les grandes questions sur France 5, qui a changé donc de case horaire. Vous êtes passé du vendredi soir au samedi à 19h. Ça reste une case plus difficile ou pas? Évidemment, c'est beaucoup plus difficile, surtout avec une émission philosophique, haut de gamme, idées, etc. Donc c'est très compliqué. Là, la saison s'est terminée pour nous, ça va reprendre à la rentrée. C'est clair qu'il faut qu'on tire les leçons parce qu'on s'adresse à un public évidemment différent entre tard le soir, le jeudi, et puis à 19h le samedi. Vous voyez très bien, on ne touche pas tout à fait les mêmes personnes. Voilà. Ça vous laisse du temps aujourd'hui, entre guillemets, votre semi-retraite pour écrire à nouveau des livres ou pas? Oui, bien sûr. Moi, je serai de toute façon jamais à la retraite. Je m'arrêterai jamais de travailler. Je pense que je mourrai en travaillant. Et à 90 ans, je pense que si j'arrive plus à écrire, j'éplucherai les légumes dans le restaurant de mon fils. Et puis voilà, et je tomberai un jour, vous savez, comme Donc vous écrivez actuellement Marlon Brando. J'écris, oui, bien sûr. J'écris plusieurs livres et j'ai surtout un roman qui va sortir. Un roman qui s'appelle... Le titre est très très bon, hein. J'espère que le reste, lui aussi. Enfin, le titre n'est pas de moi, il est d'un grand écrivain qui s'appelle Henri de Régnier. C'est « L'amour est éternel tant qu'il dure ». J'adore cette phrase. Il n'y a pas de politique dedans? Il n'y a absolument pas de politique, ce sont des histoires d'amour qui s'enchaînent. Enfin, c'est un livre sur l'amour, autour de l'amour, avec des gens qui s'aiment et puis qui rompent. Parce que parfois, évidemment, quand on s'est beaucoup aimé, il arrive que l'on rompe. Quelle rupture. Merci François Gisbert. Pour terminer notre rubrique Je regarde ou je zappe, un programme à la télévision en cours. Vous me dites si vous regardez ou si vous zappez. Le Grand Journal avec Decaune sur Canal. Oui, je regarde. Vous regardez? Moi, enfin, je regarde pas beaucoup la télé. Attention, comme plein de gens qui font de la télé d'ailleurs. Évidemment, j'écris, j'ai des tas d'activités. Et c'est vrai que je passe assez peu de temps devant la télé. Mais c'est vrai que Le Grand Journal, c'est une émission que je peux regarder. Un autre genre, plutôt divertissement, The Voice sur TF1. Ouais, j'ai regardé. Ouais, j'ai regardé. Vous regardez la télé, je quand même. me connais. Ah non, mais c'est toujours un peu par hasard. Je ne le regarde pas chaque semaine, The Voice. Mais c'est vrai que j'ai vu des bouts et j'ai adoré. Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna sur D8. J'ai jamais regardé. Dont on parle beaucoup cette année. J'ai jamais regardé. Jamais regardé. Peut-être que je devrais regarder. D'ailleurs, c'est peut-être une erreur parce qu'il paraît que ça marche très bien, mais j'ai pas regardé. Des paroles et des actes sur France 2. Ah bah là, je suis obligé parce que j'y suis. Donc je suis au fond, là, dans un petit coin avant de faire mon numéro. Et oui, ça m'arrive de regarder. Je regarde même tout le temps. Alors, un autre genre. Même quand j'y suis pas. Plus culinaire, Top Chef sur M6. J'ai regardé. J'ai regardé. Ouais, ça, j'ai regardé. J'ai regardé même. C'est peut-être une émission parmi toutes celles que vous citez. J'ai regardé assez régulièrement pendant un certain temps. Et puis après, j'ai arrêté.
Eh bien, merci François Gisbert d'être venu C'est moi qui vous Buzz remercie. Télé. Donc, on vous retrouve dès Toujours un plaisir de revenir au Figaro. On vous retrouve dès ce lundi soir donc, sur France 3 avec votre documentaire consacré au chef de l'État. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Merci à vous.